Bonjour à tous, nous sommes le lundi 15 décembre et nous avons commencé le journal du jour avec un match qui a eu lieu entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Et autant je me suis pas mal plaint ces dernières semaines de l'affiche qu'on avait le dimanche soir en Ligue 1, parce que finalement les meilleurs clubs, tu les faisais se reposer pour la Coupe d'Europe, on avait des matchs un peu pétés. Autant là franchement, c'était un match de très grande qualité, je suis hyper content de vous en parler. On parlera également du match entre Lens et Nice, une victoire lensoise, on parlera de la situation du stade Bollard, question de rester chez nos amis lensois, et puis on terminera le journal en allant du côté de la Premier League pour deux rencontres, celle de Liverpool et celle de Manchester City. Et spoiler alert, dans chacun des matchs il y a un petit français à féliciter, mais vous savez déjà de quel français je veux parler pour City et pour Liverpool à mon avis. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Monaco, c'est une équipe qui est vraiment naze, qui traverse une crise, mais qui a une capacité qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'ils se réveillent lors des grands matchs. C'est une équipe qui a peut-être des mercenaires qui sous-considèrent les petites rencontres, mais en attendant, quand tu vas taper contre des gros, quand c'est un match qui va être en retransmission mondiale, tu sais que les mecs vont s'arracher. Bon ça n'a pas suffi face à Marseille. Victoire 1-0 au Vélodrome pour les Marseillais, notamment porté par un incroyable Mason Greenwood. Voici les compos qui étaient alignés et l'Anglais a été déséquilibrant par ses dribbles, inspiré par ses passes, buteur. Il aurait pu être passeur décisif à de nombreuses reprises, c'était clairement le mec qui était au-dessus du lot. Il n'y a absolument aucun débat là-dessus et je pense que Roberto De Zerbi peut le remercier parce que franchement, je ne compte plus le nombre de matchs où Greenwood illumine l'OM et franchement, c'est fort. Du côté monégasque, on peut dire qu'Akliouche, c'est un petit peu le pendant équivalent. Alors, il fait pas un aussi grand match que Greenwood, mais Akliouche, c'est un mec qui me frustre pas mal parce que son talent, absolument tout le monde le connaît. C'est un mec qui reste assez irrégulier. Là, il était dans un bon soir. J'ai trouvé qu'il était fiable techniquement, inspiré lui aussi, créateur de danger. Et puis, Balogun n'a pas forcément su transformer ce danger créé. Il y a une sombre histoire d'arbitrage, hors jeu ou non, mais en tout cas, on peut dire que Balogun, ça a tenté. Balogun, c'était plein de bonne volonté, mais Balogun, Balogun tire à blanc, on peut dire ça comme ça. Sur les statistiques de la rencontre, vous vous rendez compte qu'il y avait eu beaucoup de tirs et de buts attendus. Ça a été un match avec deux bons gardiens, notamment Rouli. On n'avait pas de Pogba d'ailleurs, qui était encore une fois blessé, la rechute perpétuelle. Mais ça fait vraiment partie de ces rencontres où tu regardes le score sur le tableau d'affichage. Si t'as pas vu le match, tu dis 0-1, 1-0, un bon match de Ligue 1. Mais non, franchement, les deux équipes étaient hyper intéressantes. Monaco a sorti une vraie belle prestation, loin de leur méforme du moment. Ils ont pressé haut, ils ont été agressifs, ils ont construit de bonnes choses au milieu de terrain. Marseille a dû s'en remettre à un grand Greenwood, mais le reste de l'équipe a également été au niveau. Donc j'ai juste envie de dire félicitations aux deux formations. C'était une victoire importante pour l'Olympique de Marseille, vu que ça commence à être tendu pour la course au podium. Mais du côté de Monaco, on s'éloigne encore et toujours un peu plus de ces places qui étaient pourtant l'objectif initial de la saison. Nice qui se prend des punitions, on est habitué, et Lens qui gagne des matchs, on commence à être habitué aussi, donc il n'y a pas de surprise à voir le RC Lens l'emporter 2-0 face à l'OGC Nice. Ça a été un match intéressant, mais surtout ça a été l'occasion de voir un pétage de câble du commentateur officiel niçois. Voici les compositions qui étaient alignées, et pourquoi je parle de pétage de câble ? Centre de Mathieu Oudoul, tête d'Hudson-Edouard, les deux hommes du match, et en fait le commentateur niçois l'a répété à peu près 15 fois au cours de son direct sur la chaîne officielle de l'OGC Nice. Tu sentais que le mec était complètement à bout, et pour cause, les deux buts, c'est pas exactement les mêmes, mais tu peux te dire que la situation est un peu bis repetita, et il fallait bien ça pour Lens, parce qu'on a été habitué durant une certaine période à voir un Thauvin flamboyant. J'ai pas trouvé que Thauvin a été excellent au cours de cette rencontre, et de manière générale, c'est une victoire 2-0 du RC Lens, mais ça fait pas partie de mes matchs préférés de la saison pour les Lensois. Reste qu'en face, Nice a toujours les mêmes problèmes chroniques. Ils ont réussi à se procurer des occasions, ils ont des buts attendus au cours de cette rencontre, mais il te manque un tueur devant, et ton coaching n'a pas aidé, parce que Kevin Carlos, il est rentré, mais honnêtement, il n'a pas été trouvé, il a servi à rien. Reste que du côté de Nice, j'ai la même impression qu'après Braga, c'est-à-dire que on peut pointer du doigt les défaites, le fait que ce soit très compliqué, mais au milieu de cette nuit, j'ai l'impression qu'il y a un
petit rayon de soleil qui est en train de se pointer, il y a une petite lumière, c'est que ton jeu est pas si mauvais. Alors je suis pas en train de vous dire que Nice est une équipe qui joue formidablement bien en ce moment, mais ça manque de réalisme, ça manque de confiance, c'est dans un cercle vicieux, mais ça durera pas éternellement, et une fois que tu auras réussi à balayer ça, je me dis qu'il y a quand même du potentiel dans cette équipe. Alors pas du potentiel à faire quelque chose à la hauteur de ce que les Niçois pouvaient espérer au début de saison, mais du potentiel à la hauteur de ce qu'il faut pour te maintenir. Parce que c'est bien l'enjeu aujourd'hui pour Nice. Regardez le classement de Ligue 1, les Niçois sont sur une terrible série de défaites, ils sont 13e, 17 points, la place de premier barragiste est à 12, donc pas si loin que ça, et de son côté, Lens est sur une série également, mais une série de victoires, 37 points devant le Paris Saint-Germain, et franchement, ils ne volent pas cette place de leader. En ce moment, tout va bien dans la vie des Lensois, ils sont premiers de Ligue 1, leur équipe joue bien, il y a un peu le côté chouchou, franchement tout le monde les kiffe, à l'exception des rivaux lillois bien évidemment, et à ces bonnes nouvelles s'ajoute le fait qu'ils vont officiellement devenir propriétaires de Bollaert. C'était un truc qui était attendu et en discussion depuis bien longtemps, et bien c'est désormais officiel. Alors il faut savoir que le stade a été valorisé à 54,9 millions d'euros par le service des domaines. Le service des domaines, c'est le service de l'État qui s'occupe de gérer mais également d'estimer le patrimoine, et on arrive à cette somme pour Bollaert. Reste que le rachat s'est fait pour moins que ça, l'équipe nous informe que ça devrait tourner autour de 27 millions d'euros parce que tu as 6,5 millions d'euros pour interdire tout naming pendant 20 ans, et puis tu as également une prise en compte des travaux qui avaient été faits pour l'Euro 2016 et qu'on déduit donc du coût d'achat final. Pour Lens, c'est une hyper bonne nouvelle. Déjà, de manière générale, dans le développement d'un club, être propriétaire de son stade, ça fait sens, mais en plus, Bollaert, c'est cultissime. Très peu d'équipes de Ligue 1 reposent autant sur leur stade que Lens. Il suffit de regarder les affluences moyennes de la saison. Déjà, Lens est très bien classé, 5e, mais surtout regardez la capacité et la moyenne. C'est un stade qui est toujours plein. Et c'est pas parce qu'ils sont premiers cette saison qu'il est plein, ce stade. L'année dernière, de mémoire, Lens finit 8e, c'était le même taux de remplissage. Et même quand Lens était en Ligue 2, ils arrivaient à avoir des affluences qui étaient bien au-dessus beaucoup de clubs de Ligue 1. Donc il y a un truc à faire autour de ce stade, il y a un vrai esprit autour du RC Lens, la propriété fait parfaitement sens, c'est un truc qui devait arriver. Bref, en ce moment, tout va bien dans le meilleur des mondes à Lens. Hugo Ekitike est en train de casser la malédiction des Français surcotés du côté de la Bundesliga, parce que depuis qu'il est arrivé à Liverpool, on peut dire qu'il met absolument tout le monde d'accord, et il est dans une forme folle, c'est lui qui permet à Liverpool de s'imposer face à Brighton. Il inscrit un doublé, et c'est clairement l'homme du match. Voici les compositions qui étaient alignées, double buteur, il s'est donc accaparé un énorme nombre de tirs. Je pense que pour Hugo Ekitike, sans galvauder ses performances, on peut dire qu'il aura besoin de davantage cadrer à l'avenir s'il veut devenir le top attaquant qu'attend Liverpool, mais en attendant, il en est à 10 buts en 22 matchs, c'est le désert du côté des attaquants chez les Reds, donc on peut apprécier ça. Il y a un attaquant qui était attendu et qui a fait son entrée suite à une blessure, c'est Mohamed Salah, il est d'ailleurs passeur décisif pour Hugo Ekitike, et puis la blessure, vous le voyez sur les compos, c'est donc celle de Gomez, a amené quelques repositionnements, notamment Szoboszlai, qui a été à nouveau positionné en tant que simili latéral droit, et je l'ai trouvé vraiment très bon dans ce rôle. C'est un mec qui a une adaptabilité tactique qui fait beaucoup de bien à Arne Slot. Sinon, du côté de Liverpool, c'est un match qui a été intéressant. On va retenir en tant que Français le doublé d'Hugo Ekitike, mais t'as quand même énormément concédé. Les buts attendus sont relativement parlants. T'es à 1,9 du côté de Brighton et tu marques pas. Ils peuvent remercier leurs attaquants qui ont manqué de réalisme. Et en fait, c'est un match où je trouve que Liverpool ne se rassure pas totalement. Si tu vois ça de loin, t'as envie de te dire 2-0, c'est bon, c'est plié, Liverpool se relance, mais en fait, dans le contenu du match, il aurait suffi d'un peu plus de réalisme en face pour que tu te retrouves avec un résultat comptable une nouvelle fois très embarrassant pour les Reds. Tu te rends compte que Mohamed Salah est rentré, a fait un bon match, mais de toute façon, il va partir du côté de la CAN, donc tu peux pas compter sur sa réincorporation en pleine forme. Donc je suis curieux de voir les prochaines semaines de Liverpool, mais je suis pas d'un optimisme absolu. C'est une excellente équipe, bien évidemment, mais ils n'ont pas encore remonté la marche nécessaire.
Ryan Cherki est le meilleur passeur de Première Ligue. Mon Dieu, qu'est-ce que ça me fait plaisir de dire ça. J'ai vraiment l'impression que c'est un shonen où tu vois un jeune où tu sais qu'il est promis à un super destin et là il est en train de l'accomplir. C'est le moment où Naruto réussit à devenir le nouvel Hokage. Bon, j'arrête de forcer, mais Cherki, auteur d'un match plein face à Crystal Palace, Manchester City l'emporte 3-0. Voici les compositions. La passe décisive de Cherki qui lui permet d'être meilleur passeur de Première Ligue, elle se fait sur Foden et je vais être parfaitement honnête avec vous, si je trouve Cherki hyper pertinent sur l'action parce que c'est lui qui initie le mouvement, c'est lui qui crée le déséquilibre, donc franchement il est hyper utile dessus, ça fait partie de ces passes décisives où tu dis ok, c'est la passe qu'il y a avant que le joueur marque, mais en attendant, Foden il s'est retrouvé dans une situation où fallait quand même qu'il se crée le but. On peut pas vraiment dire que c'était une offrande que lui a fait Cherki. Reste qu'il était utile sur l'action. L'autre homme qui ressort beaucoup de cette rencontre, c'est Erling Haaland, un doublé, et que dire du monstre norvégien qu'on est désormais à 23 réalisations en 22 matchs cette saison, c'est absolument énorme. Et sur les statistiques globales de la rencontre, tu peux remercier tes attaquants d'avoir été réalistes parce que tu as quand même un peu concédé du côté de Manchester City. C'était l'occasion de voir un Donnarumma qui a fait un bon match, mais attention, parce que même si Manchester City a beaucoup concédé face à Crystal Palace, j'ai quand même trouvé le match intéressant, j'ai quand même trouvé que l'équipe était plutôt en maîtrise. Je trouve que les statistiques sont pas très flatteuses par rapport à la performance réelle de Manchester City. En tout cas, avec un Foden qui est en forme depuis que Cherki revient dans le 11 et est lui aussi en grande forme, avec un Haaland qui est sans aucun doute le meilleur neuf du monde actuellement, on peut débattre avec Harry Kane et compagnie, mais je pense que vous avez l'idée, en tout cas ça fait partie des attaquants absolument formidables. Ce City est redoutable et avec cette nouvelle victoire, ils mettent une nouvelle fois la pression à Arsenal. Terminé pour le journal du jour, c'est bientôt Noël. Non, je suis pas en train de vous annoncer un jeu concours, faut pas déconner, j'ai pas une thune, mais par contre, ça veut dire que le prochain match de Ligue 1, il aura lieu en 2026. Mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir 45 ans rien qu'en disant ça, mais ça veut dire qu'on va pouvoir faire le fameux bilan de mi-saison pour notre championnat français. Lens est champion d'automne, par exemple, tout le monde s'en fout, on est d'accord, du champion d'automne, mais ça montre beaucoup de choses sur notre Ligue 1, donc on va en parler longuement cet après-midi. Si je survis au rhume que j'ai actuellement, je m'en excuse si ça s'est entendu, j'espère que c'était pas trop gênant, mais moi je suis en train de crever. Voilà, sur ces beaux mots, je vous donne rendez-vous cet après-midi aux alentours de 17h, qui fait bien votre journée, salut.